Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, une arme à double tranchant de Henry Sleezer. Au cours d'une soirée, quelqu'un présente à Maud Sheridan un certain Jimmy French. Ils échangent quelques propos, comme c'est l'usage, et se trouvent mutuellement sympathiques, ce qui n'a rien d'exceptionnel. Maud accepte de bonne grâce les amabilités de Jimmy, sans penser que cela puisse aller plus loin. Quand, le lendemain, il lui téléphone, le son de la voix du jeune homme, il a 4 ans de moins qu'elle, ne lui coupe pas le souffle. Maud, en fille calme, pondérée et réaliste, estime n'avoir aucune raison de manifester une exubérance de petite fille. Elle accepte cependant l'invitation de Jimmy d'aller au cinéma, et quand il lui prend la main dans l'obscurité, elle ne la retire pas. Ils échangent ensuite un long baiser en se souhaitant bonne nuit devant l'appartement de Maud. Mais cette nuit-là, le souvenir de ce baiser ne trouble pas les rêves de Maud Sheridan. Jimmy lui téléphone encore une fois, puis une autre. 2 semaines après leur première rencontre, elle commence à le regarder avec d'autres yeux. Il n'est pas très distingué, mais sourit agréablement, et ses cheveux noirs sont doux à caresser. Certes, ce garçon est visiblement dénué d'instruction, mais son esprit est très vif. Parfois même, elle a l'impression que Jimmy est rusé, qu'il y a du renard en lui, ce qu'elle n'aime pas vraiment. Mais sans doute n'est-ce qu'une impression. Les impressions n'ont pas valeur de jugement, professe volontiers le docteur Cooper, dont elle est la secrétaire. Et le docteur Cooper sait de quoi il parle. N'est-il pas l'un des psychanalystes les plus en vue de la ville? Si Maud regarde Jimmy avec d'autres yeux, elle commence en même temps à s'intéresser à elle-même. Son miroir lui renvoie l'image d'une jeune fille un peu grosse, mais même sans maquillage, pas trop désagréable à regarder. Ah non, c'est décidé, il faut qu'elle change son allure. Bientôt, elle fréquente de nouveau les salons de beauté, se remet au régime et fait même un peu de culture physique. Elle a beau se dire qu'elle n'agit ainsi que pour elle-même, elle sait très bien, au fond, qu'elle se fait belle pour Jimmy French. « Je vous aime », lui déclare-t-il un soir en la serrant dans ses bras. « Je sais bien que je ne vaux pas grand-chose, que je n'ai ni instruction ni bonne manière, que vous me trouvez sans doute grossier. »« Oh non, Jimmy !» proteste-t-elle. « Pas du tout. Ce que j'aime en vous, précisément, c'est cette sincérité, cette absence d'hypocrisie. Alors il faut que vous sachiez tout, Maud. Je suis un voyou. J'ai été un gosse abandonné, vivant d'expédients, volant et même participant à des attaques à main armée. J'ai honte. » Maud, très émue, lui caresse doucement le visage comme elle le ferait à un enfant. « Oh, Jimmy, vous étiez jeune et la vie ne vous avait pas gâté. Qui peut vous juger ?» Jimmy ricane. « La société ne s'en est pas privée. En sortant de prison, je n'ai trouvé que des emplois misérables. On me traitait comme un pestiféré. Je suis vraiment pas l'homme qu'il vous faut, Maud. Vous êtes une fille si épatante. » Maud l'attire contre son épaule et le berce doucement. « La fille épatante est amoureuse de vous, Jimmy French. »« Moi aussi, Maud. Je suis amoureux de vous. Mais je veux faire mes preuves, agir, montrer ce dont je suis capable, vous comprenez? Ensuite, nous nous marierons. » Maud en est toute retournée. « Oh, Jimmy, comme je suis heureuse, tellement heureuse. » Le lendemain,
Quand elle arrive dans le cabinet du docteur Cooper, Maud Sheridan a l'impression de flotter sur une sorte de nuage, un nuage rose. Le bonheur se lit sur son visage. « Eh bien, vous resplendissez aujourd'hui, Maud », observe le psychanalyste. « Oh, docteur », proteste la secrétaire qui rougit comme une tomate. Très embarrassée, elle consulte le carnet de rendez-vous. « Monsieur Harrison doit venir à 10h30, dit-elle. Vous m'aviez demandé de vous rappeler le changement d'heure de sa séance. » Le docteur Cooper acquiesce, le visage grave. « Ah oui, Monsieur Harrison, pauvre Monsieur Harrison. Son état empire chaque jour, vous savez. Parfois, je me demande si tout ne vient pas de ma faute. Je m'y prends peut-être très mal avec cet homme. Faites-le entrer, Maud. Dès qu'il arrivera, je l'attends. » « Bien, docteur. » Maud se met au travail. Oh, ce n'est pas une tâche bien exaltante en vérité. Il s'agit de prendre des lettres en sténo et de les taper, et surtout de classer les papiers du docteur Cooper, qui est tellement brouillon. Mais enfin, c'est très convenablement payé, et le docteur est d'un commerce fort agréable. 10 minutes plus tard, M. Harrison fait son apparition. Il est en retard, mais sans aucun doute, il l'a fait exprès. C'est presque une provocation. M. Harrison est un gros homme à la respiration difficile, dans les 50 ans, qui porte un col de chemise si serré que son visage en est presque violacé. Ce col si serré signifie-t-il quelque chose ? Se demande Maud. Pour le savoir, je devrais peut-être un jour consulter un livre de psychanalyse, comme le docteur Cooper me l'a souvent conseillé. Mais c'est curieux, ça ne me tente pas le moins du monde. En fait, je n'y crois pas vraiment à toutes ces histoires d'inconscient qui guideraient tous nos actes. Non, moi je suis une fille lucide et je crois au libre arbitre. À midi, elle retrouve Jimmy dans un restaurant. Il commande 2 cocktails et Maud sent la tête lui tourner. Elle a envie de rire, de chanter. Jimmy, lui, est très grave. « Maud, dit-il en la fixant, j'ai beaucoup réfléchi. Nous allons nous marier alors que je n'ai que $50 en banque et aucun avenir à t'offrir. C'est de la folie. Mais Jimmy, non, écoute-moi, Maud, je t'en prie, écoute-moi. De l'argent. De l'argent, voilà ce dont j'ai besoin. Non pas pour le plaisir de le posséder ou de le dépenser, mais pour retrouver ma dignité d'homme, tu comprends ? Seul l'argent qui permet dans le monde où nous vivons de mesurer la valeur des hommes, seul l'argent peut me permettre de me sentir ton égal. Et ainsi de te mériter, ma chérie. Je comprends, Jimmy. Je savais que tu aurais cette réaction, Maud. Aussi, j'ai décidé qu'avant de t'épouser et d'entrer définitivement dans le droit chemin, je ferai une dernière affaire. Après tout, la société m'a fait assez de mal pour que je lui rende l'appareil, pour solde de tout compte. Les doigts de Maud se crispent sur son verre vide. Une affaire ? Balbutie-t-elle. Une seule, Maud. Une seule affaire qui me donnera toute la confiance dont j'ai besoin pour aborder une nouvelle vie et nous permettre un bon départ. Mais de quoi s'agit-il ? Jimmy a un petit rire. Tranquillise-toi, ma chérie. Je n'agresserai personne. Non, ce sera un coup en douceur, sans problème. Et même un acte de justice, au fond. Reprendre aux riches ce qu'ils ont de trop. Tu trouves pas ça normal ? Mais rien ne pourra se faire sans ton aide, ma chérie. Il lui prend les mains. Celles-ci sont tremblantes. La jeune femme a peur. Mais en même temps, elle l'écoute, comme fascinée. Jimmy sent qu'elle le suivra. Oui, il en est sûr. Voilà, explique-t-il. Ton patron soigne des types pleins aux as, n'est-ce pas ? Oui, en effet, convient Maud d'une voix inquiète. Et tout ce qu'il raconte, ses clients, il l'inscrit sur des fiches, comme le font les autres psychanalystes.
Bien sûr, Jimmy, mais non, attends, laisse-moi continuer. C'est Richard. Pour que le traitement soit efficace, ils doivent tout raconter au docteur comme à un confesseur. Ils peuvent rien lui cacher, pas vrai? Sinon, le résultat du traitement serait faussé. Bon. Alors moi, je me suis dit que ce serait bougrement intéressant de jeter un coup d'œil sur ces fameuses fiches. Maud fronce les sourcils. Elle ne comprend pas très bien où il veut en venir. Mais, Jimmy, quel intérêt cela peut-il avoir pour toi? Il sourit. Réfléchis un peu, ma chérie. C'est Richard à problème. Je suis certain qu'il serait prêt à payer si quelqu'un venait leur parler de leurs petites confidences intimes et les menaçait de les rendre publiques. Tu parles qu'ils s'empresseraient de sortir la grosse somme pour ne pas voir leur réputation traîner dans la boue. Et une réputation, quand on a du fric, qu'on est une huile dans la ville, ça n'a pas de prix. Il dépose un rapide baiser sur les lèvres de Maud. Et c'est là que tu interviens, ma chérie. Comment ça? Demande Maud, dont le cœur bat lourdement dans la poitrine, car elle est en train de comprendre. Eh bien, explique tranquillement Jimmy, tu me procures tout simplement les fiches du docteur Cooper et je sélectionne les plus juteuses. Non, je ne te demande pas de les voler, non, seulement de les emprunter pour un soir. Tu les remettras en place le lendemain, ni vu ni connu. Je t'assure que cela ne t'attirera aucun ennui, mon chou. Tout ira bien, et une fois qu'on aura palpé la jolie somme, on quittera ce bled pour vivre loin d'ici notre grand amour. Alors, qu'en penses-tu? Maud ne répond pas. Elle est terrorisée. Elle se refuse à croire à la réalité de ce qu'elle vient d'entendre. Ainsi, il voudrait qu'elle se fasse la complice d'un chantage. Elle, Maud Sheridan. C'est impensable. Jimmy comprend qu'il a été un peu trop loin et un peu trop vite. Prudemment, il change de sujet après lui avoir demandé de bien réfléchir à sa proposition. Mais la suite du repas est morose. Le soir, il revient à la charge. Maud affirme qu'elle n'acceptera jamais de prendre part à un tel acte, puis s'effondre dans ses bras en pleurant. Jimmy n'insiste pas, car il sait qu'elle finira par céder. Pas besoin d'être psychiatre pour connaître le cœur des femmes. Et lui, Jimmy, il le connaît très bien, le cœur des femmes. La semaine qui suit se passe pour Maud dans une intense souffrance morale. Ils ont décidé d'un commun accord de rester quelques jours sans se voir. Et elle découvre rapidement que Jimmy lui est indispensable, qu'il est toute sa vie. Alors, un soir, au terme d'un long débat de conscience, elle lui annonce qu'elle accepte, qu'elle lui apportera les fiches qu'il demande. Attention, Maud Sheridan, attention. Vous venez de signer un pacte avec le diable qui peut vous précipiter jusqu'en enfer. Maud Sheridan, secrétaire modèle du docteur Cooper, un psychanalyste de renom, tombe amoureuse de Jimmy French. Ce garçon peu recommandable lui demande de voler des fiches de patients afin de soumettre ceux-ci à un chantage. Après avoir longtemps résisté, Maud accepte de devenir sa complice. Le lendemain est le jour le plus terrible de son existence. La matinée se passe comme à l'accoutumée. Le docteur Cooper est de bonne humeur. Aujourd'hui, l'inquiétant M. Harrison n'a pas assombri sa journée. À 4 heures de l'après-midi, il décide de rentrer chez lui et propose à Maud de s'en aller en même temps que lui. Elle le remercie, mais refuse, prétextant un courrier important à terminer.
Le docteur lui tapote amicalement l'épaule et s'en va. Dès son départ, Maud se dirige d'un pas de somnambule vers le bureau du médecin, s'approche du classeur où il range les fiches de ses malades et ouvre le tiroir marqué « Analyse en cours ». Elle ne prend que la moitié des fiches, les glisse dans une grande enveloppe et referme le tiroir, le cœur battant. Plus tard, elle quitte son bureau et se rend droit chez Jimmy, qui habite un appartement dans la périphérie. Celui-ci la remercie avec effusion et se plonge avidement dans la lecture. Chaque fiche est soigneusement rédigée à la main par le docteur Cooper, qui a une écriture en patte de mouche, pas toujours facile à déchiffrer, et utilise des termes parfois compliqués. Freddy, quand le dictionnaire ne parvient pas à venir à son secours, demande son aide à Maud. Mais celle-ci se montre une collaboratrice peu efficace, avouant qu'elle est peu ferrée en psychanalyse. Enfin, vers minuit, Freddy pousse un cri de triomphe. « Ça y est !» s'écrie-t-il joyeusement. « Ça y est, je l'ai trouvée, la voilà, la fiche magique, celle qui nous apportera la fortune, ma chérie. Le type s'appelle Harrison, Martin Harrison. »« Oh non, Jimmy !» proteste Maud. « Pas celui-là. C'est un homme très malheureux. N'aggravons pas ses ennuis. » Jimmy ricane. « Malheureux? Ce cher monsieur Harrison? Oh, pas si malheureux que ça. Tu sais qu'il prend du bon temps avec une petite amie et que celle-ci est mineure. Ton patron l'a écrit noir sur blanc là. Et c'est pas l'air mort qu'il étouffe, le vieux vicieux, hein. Non, moi j'estime qu'il mérite la prison et qu'en nous donnant un peu d'argent pour notre silence, il s'en tire à bon compte. Non, maintenant, laisse-moi faire, je me charge de le faire cracher. Il attire Maud à lui. Tu vois, c'était facile, ma chérie. Elle ne répond pas. À quoi bon exprimer des regrets? Il est trop tard maintenant. Il ne reste plus qu'à espérer que tout se passera bien. Pendant plusieurs jours, il ne se revoit pas, comme prévu. Puis, le samedi, Jimmy lui téléphone. Il est ravi. « Tout va bien, ma chérie, dit-il. J'ai pris contact avec le vieux, il est prêt à payer. Nous allons être riches. » « Je t'en supplie, Jimmy, supplie-t-elle. Songe à le ménager. Le docteur Cooper se fait beaucoup d'inquiétude à son sujet. » Jimmy éclate de rire. « Ne t'en fais pas, Maud. J'agirai avec doigté, tout en finesse. Je dois le rencontrer demain, dès qu'il pourra sortir sans éveiller l'attention de sa femme. Il faut dire qu'il joue les maris fidèles, ce vieil hypocrite. Je lui ai fixé une forte somme afin qu'il discute et qu'on arrive à un compromis. C'est une bonne idée, hein? Non? Maud ne répond pas, la gorge serrée. Allô? Ma chérie, tu m'entends? Elle murmure. Oui. Je t'entends, Jimmy. Parfait. Je t'appelle lundi matin. Allez, ciao. Et n'oublie pas que je t'aime. Et il raccroche. Pendant toute la journée du dimanche, Maud ne tient pas en place, allant et venant dans son appartement pour tenter d'apaiser son angoisse, fumant cigarette sur cigarette. Le lundi matin, elle se rend au bureau, classe machinalement des papiers, répond au téléphone comme une automate, l'esprit tout entier absorbé par son attente. Curieusement, le docteur Cooper n'est pas encore là. Et pourtant, un patient l'attend. Bizarre. Ça n'est vraiment pas son genre, lui si ponctuel. Elle appelle à son domicile, mais personne ne répond. Elle doit donc renvoyer successivement ses patients en inventant que le docteur Cooper est souffrant. À midi, elle va manger dans son snack habituel, mais elle est incapable d'avaler la moindre bouchée. Jimmy n'a pas encore appelé. Mais qu'est-ce que ça signifie? À 2h de l'après-midi, le docteur Cooper fait enfin son apparition. Son visage est grave.
Elle semble avoir vieilli prématurément. Docteur, S'inquiète Maud. il ne vous est rien arrivé de grave, j'espère. Seriez-vous souffrant? Le médecin se laisse tomber sur une chaise, accablé. Ma pauvre Maud, je viens de perdre un patient. Et je l'ai perdu d'une façon terrible. Un client? Lequel, docteur? Monsieur Harrison, répond le psychanalyste. Cet homme avait besoin de mon aide bien plus que je ne le croyais, et je ne m'en étais pas rendu compte. Il fixe sa secrétaire. Il a tué un homme hier soir. La police m'a appelé ce matin. Maud a l'impression que le monde est en train de s'écrouler. Elle se force à articuler d'une voix faible. Qui a-t-il tué? Docteur Cooper? Le médecin a un haussement d'épaule plein de lassitude. Oh, un individu qui voulait lui soutirer de l'argent, au dire d'Harrison. Celui-ci affirme avoir eu affaire à un maître chanteur qui le menaçait de dévoiler à sa femme qu'il avait une liaison avec une jeune fille, une mineure. Mais il ne voulait pas payer. Aussi, avant d'aller au rendez-vous, il a pris son revolver. C'est horrible, balbutie Maud qui sent un grand froid l'envahir. Le docteur Cooper hoche la tête. Mais horrible et absurde à la fois, ma pauvre Maud. Absurde? Pourquoi absurde, docteur? Le médecin pousse un long soupir. Mais parce qu'un homme normal aurait peut-être accepté de payer, ou tout au moins de discuter avec ce maître chanteur. Mais avec Harrison, cela n'avait aucun sens. Il n'y avait pas de jeune fille mineure, Maud. Vous comprenez? Comment? Mais qu'est-ce que vous dites, docteur? Oui, ma pauvre Maud. Ce n'était qu'un fantasme né dans l'esprit de Harrison qu'il cultivait afin de pouvoir ressentir un complexe de culpabilité. Quand l'individu a surgi, Harrison s'est senti profondément menacé. Tout son échafaudage mythique risquait de s'effondrer. C'est pour ça qu'il l'a tué. Ah, si seulement le malheureux maître chanteur avait su lire l'affiche concernant Harrison. Il aurait peut-être compris qu'il s'agissait là d'une forme aiguë de paranoïa. Tout était indiqué sur cette fiche. Hélas, soupira le docteur Cooper en quittant la pièce. Maud reste seule, en proie à son cauchemar. La fiche. Si elle avait lu des livres de psychologie, comme lui avait conseillé le docteur, elle aurait aidé Freddy à interpréter la fiche, et il ne serait pas mort. C'est elle qui l'a tué. Elle. Parce qu'elle ne croyait pas à la psychanalyse. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Une arme à double tranchant de Henry Caesar.